Ok, salut à tous, bienvenue dans le Spectrum, l'espion dans la maison, épisode 1, épisode alpha, épisode prime, bref, appelez-le comme vous voulez. En tout cas, c'est un énorme kiff pour moi de commencer cette émission par une franchise légendaire du cinéma d'action, la saga Rambo. John Rambo, un vagabond qui passe dans leur ville. Bonjour. Vous allez au nord ou au sud? Au nord. Alors montez. Je vais vous mettre dans la bonne direction. Alors on va axer cette rétrospective surtout sur les coulisses, sur les choses qui sont méconnues, qui sont liées au tournage, recentrer vraiment les films dans leur contexte temporel. Et forcément, on va pas pouvoir tout développer, mais on va vraiment tenter de se concentrer sur des points qui sont pas habituellement abordés de la saga. Et pour animer cette première émission, j'ai le plaisir d'être avec mon poteau Seb. Seb, ça va ou quoi? Salut Jamel. Tranquille. Ouais, en forme, on est là. Ok, c'est parti, on y va. Un homme qu'on pousse à bout. Est foutu! Il ira pas plus loin que ça! Il va vers le haut de la falaise. Il est juste en haut. Il est coincé, il peut plus s'en sortir. Il est traqué. Alors Rambo, qui s'appelle First Blood, tu le savais au moins, t'as révisé un peu. Bah écoute, tu sais quoi, je m'en suis aperçu en regardant, en revisionnant le film. En fait, je m'attendais à Rambo 1 comme ça, et je suis tombé sur le First Blood. Et je me suis aussi rendu compte que c'est tiré d'un livre. Ouais, tout à fait, on va en parler. Qui s'appelait justement First Blood. Bien, ça commence bien. Je retiens. Il a les bases déjà, c'est cool. Donc First Blood, c'est le titre en anglais. C'est un film qui est réalisé par Ted Kotcheff, qui est sorti en 1982. Et le titre québécois, c'est Rambo le Dévastateur. Ah, c'est pas Premier Sang, parce que moi je m'attendais à vraiment la traduction littérale. Non, c'est la particularité un peu des Québécois. Ils aiment bien traduire les films un peu à leur sauce. Alors c'est produit par le studio Carolco, un studio indépendant fondé par Mario Kassar et Andy Vajna. Alors comme tu l'as dit Seb, c'est une adaptation d'un roman qui s'appelle First Blood de David Morrell. Alors faut savoir que le Canada est beaucoup impliqué en fait dans cette histoire. Pourquoi? Parce que David Morrell, c'est un écrivain canadien. Le film, il est tourné au Canada, en Colombie-Britannique. Ah ouais. Dans la ville de Hope. Et Ted Kotcheff, le réalisateur, est aussi canadien. Alors tout commence quand même aux États-Unis, puisque David Morrell, il est professeur en université, et il va y donner des cours. Parmi ses étudiants, il va côtoyer des jeunes de retour du Vietnam qui, pour la plupart, souffrent du syndrome post-traumatique. C'est des troubles qui se manifestent par des réveils dans la nuit, des cauchemars, des flashbacks incontrôlés, bref, beaucoup de stress, des trucs bien relous. Et c'est un sujet qui commence à le passionner et il y voit un potentiel sujet de roman. Il va aussi s'inspirer d'un fait divers en Pennsylvanie. C'est le kidnappeur d'une ado qui est traqué dans les montagnes avec hélicoptère, policiers et chiens à sa poursuite. Il a aussi une grosse inspiration. C'est un acteur, vétéran de la Seconde Guerre mondiale, qui s'appelle Audie Murphy. Ça va être concrètement le prototype de Rambo. D'ailleurs, tu sais d'où vient le nom Rambo ou pas du tout? Ouais, mais je m'en souviens pas. Alors le nom, il vient d'une variété de pommes que la femme de David Morrell avait achetée au marché, tout simplement. Mais tu sais quoi, j'en ai jamais vu moi des pommes Rambo. Elles sont comment ces pommes? J'aimerais bien savoir. Heureusement qu'elle lui a ramené une pomme, pas une mangue, parce que John Mango, ça aurait été Un peu plus Oasis. grave. Bon voilà, donc la musique, elle est composée par Jerry Goldsmith. Alors lui, son nom me dit quelque chose. C'est une sommité en fait dans la composition de musique de film. Donc c'est à lui qu'on doit le thème principal, donc It's a Long Road, qu'on entend au début. Il interviendra aussi dans l'épisode 2 et l'épisode 3. Moi, en tout cas, c'est une musique qui m'a beaucoup touché. Je trouve que c'est une musique qui accompagne super bien le personnage dans sa mélancolie. Il y a aussi les moments où il est traqué, où là, c'est beaucoup plus en style dans l'action. Ouais. C'est un compositeur vraiment de génie et il a vraiment contribué au succès du film. On va passer maintenant aux protagonistes principaux, en plus de Stallone. Moi, il y a un mec qui a retenu mon attention, c'est Will Tisle, qui est le shérif, et qui est interprété par un acteur qui s'appelle Brian Dennehy, qui a joué notamment dans Dallas. Sa prestation, elle est grandiose. C'est vraiment un personnage qui est détestable dans le film, qui génère une antipathie incroyable, et qui est vraiment taillé pour être, tu vois, l'emmerdeur. C'est l'élément déclencheur, en fait, du film. Vous allez où? Portland. Portland est au sud, vous avez dit que vous alliez au nord. Je peux manger quelque chose par ici. Il y a un self à 50 km sur la nationale. Est-ce qu'il y a une loi qui m'interdit de manger ici? Oui, moi.
Il représente pas un peu une tranche de la population comme ça, un peu réfractaire, hostile un petit peu, non? On va pas aller jusqu'à dire facho, mais le mec en tout cas qui veut pas, on sent en tout cas qu'il veut pas trop que sa ville se mélange. À mon avis, il serait plus un pro-Trump qu'autre chose aujourd'hui, mais voilà, effectivement, il est plus taillé dans cet état d'esprit-là. Et puis c'est vrai que Rambo, il avait pas non plus le look costard-cravate au début du film. Ouais, voilà, exactement. Il lui dit avec ce drapeau, vous risquez de vous créer des embrouilles et tout, des problèmes, alors que en réalité, le seul problème, c'est lui. Et voilà, il a un côté très haineux, arrogant. Bon, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé sa prestation. Il y a aussi le rouquin. Je sais pas si tu te rappelles de lui. C'est un peu le rookie. Il est interprété par David Caruso, qui est justement lui qui est là un peu pour nuancer l'équipe de police et qui dit, vous voyez qu'il est bizarre. Puis quand il apprend qui est John Rambo, il est en kiff sur lui, ce qui agace complètement le shérif. J'ai trouvé que c'était intéressant d'introduire ce personnage parce que, comme je te disais, il crée de la nuance avec les policiers, parce que t'en as un autre, d'ailleurs le seul mec qui meurt, gros raciste, tu te dis mais qu'est-ce qu'il fait dans la police en fait? Tu le verrais plus dans le Ku Klux Klan, mec. C'est un petit peu aussi pour Contrebalancer, ouais. pour avoir une espèce de quota, pour pas dire en gros, ouais, regardez, les flics américains, c'est tous des haineux et des rageux, quoi. Il y a un élément qui est dans le roman et qui est pas du tout pas évoqué dans le film, c'est du fait que justement, pour revenir à ce shérif, c'est que lui, il est aussi vétéran de guerre, mais vétéran de guerre de la guerre de Corée. Et très rapidement, il y a une petite apparition en fait, dans son bureau où on voit des décorations de l'armée. Et c'est là, à mon avis, où en termes de subtilité, ça aurait pu être intéressant de mettre davantage en exergue ce fait, parce que en gros, le shérif, lui, il revient d'une guerre qu'il a gagnée, alors que John Rambo, il revient d'une guerre en tant que perdant. Donc du coup, là où les uns sont honorés, les autres, en fait, ils sont complètement méprisés et déchus, voilà. J'ai pas fait gaffe. Alors on continue avec les personnages, donc on retrouve un personnage aussi légendaire qui est le colonel Troutman, qui est interprété par Richard Crenna. Il faut savoir qu'à la base, c'était Kirk Douglas qui devait jouer le rôle, et il avait été approché, il avait lu le scénario, il avait beaucoup aimé, et il y a carrément des affiches où tu as Kirk Douglas avec Stallone. Mais le problème, c'est que sur le tournage, il a tout de suite été ingérable. Il a commencé à se mêler des dialogues des uns et des autres. Il voulait changer des choses. Comme je te dis, c'était une immense star à cette époque-là. Stallone et Ted Kotcheff, ils étaient honorés de l'avoir parmi eux. Et à un moment donné, ils lui ont dit, bah écoute, on t'a présenté un scénar, tu l'as validé, tu l'as accepté. Nous, tout ce qu'on veut, c'est de tourner le scénario qu'on t'a donné. Donc, si tu roules avec nous, bah c'est cool. Si tu veux pas, bah on peut pas faire grand chose d'autre. Et lui, quand il a entendu en fait ce discours de la part de Ted Kotcheff et Stallone, il a fait ah ouais ok. Il a pris son avion et il s'est barré. Il fallait trouver un remplaçant au plus vite. Et c'est là où Richard Crenna est arrivé. Le mec avait pas lu le scénario, il était au courant de rien. Et il a dit bah voilà, maintenant dites-moi ce que je dois faire. Je vais interpréter le personnage, mais en gros voilà, il est arrivé en catastrophe sur le tournage. Et moi je trouve qu'il s'en tire super bien. Il est hyper crédible. Il a un côté humain qui est très intéressant. Et ça représente la figure militaire et autoritaire. Mais aussi avec un brin d'humanisme et un amour pour ses hommes. Et c'est un peu le dernier lien qui reste à John Rambo parmi toute cette foule complètement hostile. Chef de compagnie à Corpo. Réponds-moi, Johnny. Groupe Baker, répondez au chef de compagnie. Rambo, Messner, Ortega, Coletta, Jorgensen, Danforth, Berry, Krakauer. Confirmé. Ici le colonel Troutman. Je ne te l'ai pas précisé, mais au moment où les studios ont proposé à plusieurs acteurs de faire le film, Burt Reynolds, enfin, il y avait plein d'acteurs, et à chaque fois, il y a eu un problème. Le film a été... voilà, c'était pas dans les bons timings, les délais n'étaient pas bons ou autre. Le scénario est arrivé dans les mains de Stallone, de par son agent. 48 heures après, il a eu un coup de cœur, il a appelé. Ce qui est très rare, tu vois. Actuellement, les acteurs, ils attendent une semaine, 10 jours, ils se donnent le temps de réflexion. Là, Stallone, tout de suite, il a flairé le bon coup. Il a beaucoup aimé l'histoire. Il a dit, moi, je suis OK pour bosser sur ce personnage et l'interpréter à deux conditions. Alors, la première, c'était d'humaniser davantage le personnage. Stallone, sa force, c'est qu'il arrive toujours à se mettre à la place du spectateur. Il a dit, voilà, si vous voulez vraiment qu'on ait de l'empathie pour lui, il faut absolument qu'il tue personne, qu'on se rende compte que c'est lui l'agressé et non l'agresseur. Beaucoup de gens ne le savent pas, parce qu'ils retiennent un peu le côté bourrin des années 80, mais dans le film First Blood, il y a un seul mort dans l'hélico, accidentel. Donc ça, c'était la force de Sylvester Stallone, c'était d'humaniser le personnage. Et une fois qu'il avait ces 3 heures de montage, il était vraiment pas satisfait du résultat final. Il a dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever 90% des dialogues de John Rambo. Ça va lui donner un côté un peu mystérieux, et à chaque fois qu'il va parler, on va davantage se concentrer. Ils sont tous morts, colonel. C'est lui.
Repérez-le. Rambo, tu vas bien? Terminé. Au Becker, ils sont tous morts, colonel. Pas d'Elmar Berry. Il s'en est sorti. Berry est mort lui aussi. Comment? Il s'est fait avoir au Vietnam, mais il n'en savait rien. Le cancer l'a bouffé jusqu'à l'os. Je ne savais pas, je suis désolé. Je suis le seul qui reste, quand même. Mais c'est ça qui était aussi novateur à l'époque, c'est que il y avait très très peu de dialogue, alors que c'est l'acteur number one dans le film. Ça existait dans les westerns, en l'occurrence avec Clint Eastwood, le personnage du bon, qui était un personnage très taciturne, qui parlait très peu. Donc ça aussi, ça créait du mystère et ça créait de l'intérêt. Dolph Lundgren, qui a interprété des années après Ivan Drago, s'est inspiré de Clint Eastwood pendant le casting. Au moment où il a été confronté à des Russes, des mecs hyper balèzes qui gueulaient, tu vois, qui voulaient impressionner Stallone pendant le casting, lui, il disait pas un mot. Il était là, froid, le regard tendu. Et Dolph Lundgren a dit, bien après, qu'il s'était inspiré de l'attitude de Clint Eastwood dans Le Bon, la Beauté, le Truand. Donc, comme quoi, pas trop parler, ça paye des fois. Faut savoir fermer sa gueule des fois, oui, c'est vrai. Alors pareil aussi, là, il y a donc Sylvester Stallone parlait de la fin du film. Il est face au colonel Trotman et il vide un petit peu. Toutes ses émotions ressurgissent. Donc le jeu de Sylvester Stallone a été éminemment salué à l'époque. Et il faut savoir aussi que dans le bouquin de David Norrell, Rambo meurt à la fin. Il est tué par le colonel Trotman. Je te dis, c'était un personnage damné. Trotman, carrément, il le bute, quoi. Ouais, voilà, à la fin. Donc, Kirk Douglas, je pense qu'il aurait kiffé le faire. Mais au final, il a été suggéré à Ted Kotcheff de tourner 2 fins, dont l'une qu'on connaît, finalement devenue la fin officielle. C'était pas une fin qui était validée par les producteurs. Ils voulaient suivre un peu la trame du bouquin. Donc voilà, on est arrivé à cette fin alternative, elle existe. On peut la trouver sur YouTube même. Je sais pas si tu l'as vue. Non, je l'ai pas vu, non. Elle est pas sur le DVD ou sur... Ça doit être sur certaines éditions DVD, ouais. Tout à fait, ouais. J'ai remarqué que dans le screenplay, c'est-à-dire le scénario, Sylvester Stallone apparaît en dernier. Son implication, elle est multiple, mais aussi dans le scénario. Et il réalise lui-même aussi certaines cascades, notamment celle où il saute de la falaise. Je sais pas si tu te souviens. Et là, il s'est cassé carrément 2 côtes. Ah ouais, non, mais celle-là, c'est impressionnant. Voilà, en fait, c'est vraiment impressionnant parce qu'aujourd'hui, on fait plus ce genre de cascade. Parce que ça veut dire qu'ils doivent mettre des caméras au niveau des arbres, à l'endroit où il va chuter et tout. C'est une préparation minutieuse, hein, c'est sûr. Ouais, donc il y a un élément aussi qui a retenu mon attention, c'est la photo. Je trouve que la photo, elle est sublime. Le directeur de la photographie, qui s'appelle Andrew Laszlo, directeur photo attitré de Walter Hill. Il a aussi bossé avec Toby Hooper sur Massacre dans le train fantôme, Poltergeist 2. Ah ouais, film d'horreur. C'est vraiment un chef opérateur qui est génial, qui a une image très belle, qui a un sens de la lumière qui est bien à lui. Moi, je repense à ces scènes de la forêt. Voilà, l'image est vraiment très très belle. Je voulais aussi terminer ce premier épisode en parlant des comédiens doubleurs, parce que c'est aussi une fonction qui est dans l'ombre et qui me tient à cœur. Forcément, Alain Dorval, comédien doubleur génial, qui est bien sûr la voix légendaire de Sylvester Stallone, de Sly. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi le shérif, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, ça là, c'est Marc de Georgie. On connaît bien cette voix, ouais. Voilà, on l'a écouté dans Dallas, dans Dynasty. Colonel Trotman, que moi j'aime beaucoup, qui est joué par Gabriel Catan. Donc, le coût du film, c'est 14 millions de dollars, qui a rapporté, tu sais, t'as une idée? Plus de 100 millions. 125 millions de dollars, ouais. Donc c'est le premier énorme succès de la Carolco. Pari gagnant pour le duo Andrew Vajna Mario Kassar. Et comme d'habitude à Hollywood, qui dit succès, dit suite. Expert en armes légères et dans la guerre d'embuscade. Sylvester Stallone est de retour dans le rôle de Rambo. Rambo est le meilleur ancien combattant que j'ai jamais connu. Sa mission, localiser les prisonniers de guerre américains au Vietnam. Aux États-Unis, le film s'appelle Rambo First Blood Partout. Sorti en 85, réalisé par George Pankosmatos. On passe sur un budget de 25 millions. C'est un des premiers films que j'ai vu au cinéma. Donc le scénario, il est coécrit toujours par Stallone et par un autre réalisateur, un certain James Cameron. Tout à fait, oui, je l'ai vu. À la base, le colonel Trotman, il devait récupérer John Rambo dans un hôpital psychiatrique. Et cette idée, elle va être recyclée et utilisée dans Terminator 2 avec Sarah Connor. D'accord. Donc le film, il n'est pas tourné au Vietnam, bien sûr, il est tourné au Mexique, dans la jungle mexicaine. Et il faut savoir que donc il y a énormément de figurants asiatiques. Alors c'était des figurants qu'ils avaient récupérés dans les restos mexicains. Donc c'est des mecs qui sont en uniforme de soldats, mais en réalité c'est des serveurs
expatriés, thaïlandais et autres. Et il y a eu un gros travail sur la déco, parce qu'on peut carrément voir des chanderies, des immenses chanderies, des constructions de pagodes et tout. Donc en tout cas pour moi l'illusion elle était, enfin voilà, ça a bien marché. Je sais pas pour toi, mais moi je me serais jamais rendu compte que le film il avait été tourné au Mexique. Tu m'apprends un truc. D'ailleurs, c'était hyper crédible parce qu'à un moment, il y a une traversée dans un fleuve, là. Ouais, gros travail des équipes déco et puis même des repéreurs. La musique elle est toujours signée Jerry Goldsmith. Et le thème principal, il est chanté par Frank Stallone, qui est le frère de Sylvester. Son frère est chanteur. Quoi, il a une grosse complicité avec lui. Et c'est lui qui chantait autour des barils de feu sur l'intro en fait du film Rocky. Pris du muscle hein, aussi. Hein. Entre le premier et le deuxième, il a été à la salle. Hein. En fait, il avait un rythme incroyable. Il se levait très tôt le matin. Il faisait 3 heures de sport, tournait 12 heures d'affilée. Et ensuite, il reprenait encore une séance de sport et après, il dormait. Genre, il dormait 4-5 heures par nuit, quoi. C'est un bosseur incroyable, hein, Sylvester Stallone. On s'en rend pas compte, mais c'est comme tous ces grands artistes, toutes ces grandes figures, en fait, du cinéma ou du sport, comme Cristiano Ronaldo. Les gens, ils sont là, ils disent, ah, regarde, ceci, mais en fait, on se rend pas compte le sacrifice et l'abnégation que ces gens sont amenés à accomplir pour atteindre leurs objectifs. C'est des bosseurs acharnés et c'est comme ça qu'on atteint des résultats. Hein. C'est facile à dire, mais en tout cas, voilà, sa musculature, elle est due à une discipline de fer et à un rythme effréné, quoi. C'est vous qui avez commis une erreur. Et vous pouvez me dire laquelle? Rambo. Et maintenant, il veut s'en sortir. Ce que les autres appellent l'enfer. Il appelle ça chez lui. Cet épisode-là, ça va être le plus rentable. Il va rapporter 300 millions, donc ce qui est énormissime. C'est un film qui a énormément marché. Et c'est là où on retrouve le personnage qui est en réalité instrumentalisé par notamment la gouvernance de l'époque, à savoir Ronald Reagan, qui lui était un président et qui était un ancien acteur. Donc lui, en fait, une de ses spécialités, c'était de récupérer des phrases, des punchlines de films. Et à un moment donné, pareil, avec Stallone, il parlait d'une guerre, il dit « cette fois, on y va pour gagner ». Un jour, il rencontre Sylvester Stallone dans une réception et Stallone raconte, il dit je le vois, il avait un t-shirt avec Rambo et Républicain. Donc il y a eu une grosse récupération médiatique de la part du gouvernement de l'époque. Ce qui n'avait pas réellement plu à Stallone, mais voilà, il pouvait pas faire grand-chose. En tout cas, dans la tête des gens, Stallone était devenu républicain, Stallone était devenu la figure emblématique des États-Unis, la force, et c'est lui qui allait aider justement à reconquérir cette guerre perdue, cette guerre sale, par le biais de cette tagline qui est cette fois on y va pour gagner. Savoir que, comme je te dis, c'est un mec qui reprenait des phrases comme ça couramment, et il disait là où on va, il n'y a pas de route. En fait, c'était la phrase de Retour vers le futur 2, tu vois, qui était dite par le doc. Donc le mec, il reprenait comme ça des phrases, il se les appropriait. Alors je sais pas toi ce que t'as pensé de cet épisode. Écoute, quand je l'ai vu, j'avais peut-être 8 ans. Moi, dans mon esprit, j'allais voir un film d'action. Donc il y avait énormément de scènes que je trouvais assez incroyables, notamment quand il se camoufle dans la nature. Celle-là, elle est mortelle, cette scène, ouais. Quand il est en arrière-plan et puis après il apparaît, il est en fait sous la boue. Ouais, voilà. Ouais, ça c'est une scène mythique du film, je suis d'accord. Ça te bluffe. Moi, ça m'avait coupé le souffle au cinéma. Je m'en rappelle. Je me rappelle aussi du couteau. Le couteau de Rambo, on le voulait tous. Il était d'ailleurs en cadeau dans Pif Gadget à un moment donné. À mon avis, il était moins affûté. Ouais, après bon. Mais c'était l'objet mythique qu'il fallait avoir. C'est avec le bandana aussi, hein. Mais on en parlera un petit peu de toute l'influence qu'a eu ces films dans la pop culture un petit peu par la suite dans l'émission. Ouais, et puis il avait un look à part avec ses cheveux longs, un peu hippie. Il y avait vraiment un personnage ce personnage, il se détachait un petit peu de tout ce qu'on pouvait voir et du coup, ça est devenu une icône, quoi, une icône des films d'action. Une icône qui a été quand même récupérée, c'est là où un petit peu où l'ironie, parce qu'au départ, il combat son propre gouvernement, les propres forces de l'ordre qui sont en déni, qui le méprisent. Du fait de sa condition en fait de perdant de retour du Vietnam, et au final une fois qu'il repart, ça devient l'étendard du gouvernement, ça devient donc c'est un peu
tu vois, la bête qu'on a, entre guillemets, dressée, qu'on a domestiquée et qu'on a jetée en pâturage au front, tu vois. Ah, c'est le match retour, quoi. L'aller, ils ont perdu. Match retour, ils se reviennent et ils y vont pour gagner, quoi. Des approches que j'ai appréciées, c'est lorsque le colonel Troutman dit à l'agent, mais en gros, les Vietnamiens vous ont demandé 4 milliards, mais vous leur avez pas donné. Et du coup, après, vous vous étonnez qu'ils aient gardé les prisonniers. Tu vois, donc il y a quand même une critique. C'est pas un film qui est complètement à décharge, pas un film autant en propagande pro-américaine en plus contre les Russes dans le contexte de l'époque, qu'on a de la guerre froide. Donc il y a quand même une forme de critique, même si elle a été un petit peu minimisée et mise sous couvert par justement toute l'action qu'il y a eu du film et les explosions et tout le folklore en fait, tu vois, du film d'action. Mais en tout cas, moi, en revoyant le film récemment, j'ai apprécié quand même qu'il y ait une forme de dissidence, on va dire, à l'intérieur même de la gouvernance américaine. Et cette dissidence, elle est forcément incarnée par John Rambo, mais aussi soutenue par Troutman. Cette mission est importante, John. Je veux que tu viennes avec moi pour m'aider à diriger l'équipe. J'ai fait mon temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ma guerre est terminée. Il ne fait jamais couler le premier sang. La première fois, c'était pour lui. La seconde fois, pour son pays. Montez, dépêchez-vous! Cette fois, Rambo, il y a eu un problème. c'est pour son ami. Que voulez-vous qu'on fasse? Qu'on envoie une équipe en deltaplane? Qu'on crée un incident international? Alors j'y vais, moi. On passe à Rambo 3, sorti en 1988 de Peter McDonald. Donc c'est son premier film. Avant, c'était un réalisateur de seconde équipe. Donc il était notamment cadreur, très bon cadreur. Il a réalisé L'Histoire sans fin. Et il a réalisé par la suite Légionnaire avec Van Damme en 98. Donc c'est un mec qui a pu diriger Stallone et Van Damme. Donc la musique, elle est toujours signée par le compositeur de prestige Jerry Goldsmith. Le scénario, cette fois, il est écrit par un mec qui s'appelle Sheldon Lettich. Je sais pas si ça te parle. Non. C'est un réalisateur bien connu des fans de Van Damme de la grande époque, parce que c'est lui qui a réalisé Full Contact, Double Impact, notamment. Voilà, un peu tombé aux oubliettes, mais qui est bien connu des possesseurs de VHS. Donc là, on est toujours dans le contexte de la guerre froide. Les Russes, ça reste toujours les grands méchants, comme dans Rocky IV, d'ailleurs, et Rambo 2. Donc on est en plein dans cette époque. Alors le budget du film, 63 millions. Donc c'est le plus gros budget de l'époque au cinéma. Et c'est un film, par contre, qui a rapporté moins de 300 millions. Il a rapporté 189 millions. Il y avait une grosse pression aussi, contextuellement parlant, parce que comme le 2 avait généré de telles recettes, que là, si tu veux, l'équipe technique, la production et Stallone, ils étaient assez, si tu veux, un peu frustrés. Il faut absolument que la suite soit à la hauteur de la précédente. Une forme de pression qui était assez palpable au moment du tournage du film. C'est incroyable le nombre d'explosions qu'il y a dans ce film. C'est juste un truc de fou. Ah bah, il y a une surenchère, ouais. T'as l'arrivée des hélicos aussi. Bien puissant, là. Ouais, et les hélicos russes, exactement. Mais il y a une surenchère des explosions. Il faut savoir aussi que un responsable des effets spéciaux est mort. En faisant le film, en tournant. En gérant, en fait, les explosions. Parce qu'à cette époque, il n'y avait pas de CGI, il n'y avait pas d'After Effects, mec, il n'y avait pas de flame. Ouais. C'était du réel, quoi. Et il faut savoir que le film est présent dans le Guinness des records de 1990, avec 221 actes de violence, 108 personnages tués et 70 explosions. Donc c'est un truc de fou. On sait bien que dans un film, ce qui est super important, c'est l'antagoniste. Cette fois, c'est le colonel Zaysen, donc qui est le colonel russe. C'est un mec qui a été choisi, en fait c'est un Français. Il s'appelle Marc Dejonge. Il a été choisi par Stallone suite à une publicité. Il a été repéré dans une pub. Qu'est-ce qu'il a été regardé des pubs françaises? Le film a été nommé au Razzie Award de l'époque en 89 pour pire scénario, pire film. Il y a un truc que j'ai bien aimé. C'est la relation que John Rambo a avec son guide, et notamment avec un enfant, qui est un enfant soldat qui a perdu ses parents. Et je trouve que dans le film, ils ont réussi à retranscrire, on va dire, l'ambiance de guerre. C'est une ambiance très lourde, parce que je me souviens de la scène où t'as l'enfant soldat qui regarde John Rambo et qui lui dit « Je veux partir aussi avec toi au front ». Le petit lui dit « Qu'est-ce que c'est ton collier ?» Il lui dit « C'est quelque chose qui me porte chance ». En fait, c'était un collier qui avait été offert par la fille qui a été tuée, la précédente guide dans Rambo 2. Et il lui dit, ça me porte chance. Et le petit lui dit, c'est quoi la chance? Ben moi, j'ai kiffé, en fait, ce petit détail-là.
C'est genre, voilà, eux, ils sont tellement dans des ambiances de tuerie, ils sont dans une atmosphère guerrière, oppressante, morbide, que le mec ne connaît même pas la notion même de chance. Il dit, c'est quoi la chance? J'ai trouvé ça super fort. Et on sent aussi qu'il y a une relation un peu paternelle, père-fils, qui se noue avec ce personnage-là. Je trouve qu'elle aurait dû être un peu plus développée. Elle n'a pas été assez développée Ouais. et que ce film, en fait, là, on commence à tomber dans le film d'action où on se sert un petit peu du personnage. À la base, le personnage, c'est un ancien du Vietnam et qui est pas très bien réinséré, voire pas du tout, dans la société, dans le pays dans lequel il est né et dans lequel il revient. Et ça, c'est l'histoire de Rambo. Mais à partir du 3, là, ça devient, en fait, ça commence un petit peu à partir en sucette, à savoir, ça devient plutôt du film bien action, bien dur. Et je trouve qu'on s'éloigne un petit peu, De l'esprit. de l'esprit, du Rambo qui avait fait son succès, auparavant, quoi. Après, voilà, hein, ça ne concerne que moi, mais c'est ce que je pense, en tout cas. Après, c'est sûr que moi, je trouve que le film, il tombe dans certaines facilités scénaristiques, notamment le tank contre l'hélico. Ça fait très jeu d'arcade, ça fait très fake, en fait, tu vois, genre la bataille finale. J'avais noté un truc où, à un moment donné, t'as l'ami du colonel, donc, qui s'appelle Robert Griggs dans le film, qui essaye au départ de convaincre John Rambo de les rejoindre en Afghanistan. T'as John Rambo qui refuse catégoriquement parce il préfère rester au monastère avec les moines à s'occuper en fait de ces tâches là-bas sur place. D'ailleurs, je trouve que le combat d'introduction est très très bien chorégraphié. Enfin, je l'ai revu, je trouve qu'il a pas pris une ride. J'étais assez impressionné. Ouais. Ils partent avec Colin Rodman part avec Robert Griggs pour essayer de convaincre John Rambo qui catégorique lui dit moi c'est pas ma guerre, ça m'intéresse plus. Maintenant je suis au monastère et tout. Voilà, je m'occupe de ces gens-là. Tu vois, on sent qu'il a trouvé un espèce d'équilibre. Ouais, d'ailleurs, il donne l'argent. Exactement, voilà. Il donne du l'argent combat, du combat aux moines. Donc ouais. voilà, on sent qu'il a une forme d'espèce de rédemption. C'est ça qu'il a trouvé un petit peu, c'est une famille, là. Il s'est un petit Exactement, peu ouais. plus, Un équilibre. Donc ouais. il s'est rangé dans un autre univers qui est complètement différent. Donc le colonel se fait kidnapper. Et là, t'as le Robert Griggs qui revient et qui dit à John Rambo oui, en fait, le colonel, il s'est fait capturer. Voilà, je voulais juste vous le dire, bah salut. Je trouve que c'est une vraie facilité scénaristique. Et là, Ouais, forcément, ça va faire réagir John Rambo, que son mentor, il soit capturé, qu'il est kidnappé, qu'il va se faire torturer. Forcément, ça va le faire réagir. Et moi, en fait, ce que j'ai trouvé un peu chelou dans cette scène, c'est que entre le moment où le colonel et Robert Griggs essaie de convaincre John Rambo et se barre. Et donc, on se rend compte qu'après, la scène d'après, on voit Colin Trotman qui est carrément en Afghanistan. Qu'est-ce qu'il faisait, en fait, le mec, Robert Griggs? Il est resté en Thaïlande pour faire du tourisme ou c'est quoi le délire pour profiter des plages? Rambo, tu vois le gabarit, c'est un ancien des forces armées, tout ça, c'est un... Ancien béret vert, ouais. Voilà. Et en fait, il refuse et c'est le colonel qui a 20 ans de plus que lui. On peut pas dire non plus qu'il soit baraque comme Rambo et avec son béret et son costume de vétéran, Il part au tout charbon. seul au charbon, tu vois, c'est moyen, quoi. Ouais. Moi, perso, j'ai un peu de mal à y croire. Bref, encore une fois, c'est des trucs où tu te rendais pas vraiment compte quand t'étais plus jeune, tu vois, tu calculais pas. Et en le revoyant, moi, ça m'a un peu titillé. Alors, faut savoir que l'ambition de ce film, c'était de réaliser un Rambo d'Arabie, qui serait là pour aider le peuple afghan de sortir, en fait, de l'occupation russe. Et moi, j'ai été agréablement surpris en le revoyant. Franchement, je te le cache pas. Ah ouais. Je trouve ouais, vraiment, ça paraît chelou, hein, mais franchement, il y a des scènes que j'ai beaucoup aimées. J'aime bien la scène de nuit. Je te dis, j'apprécie la relation humaine avec le guide, avec le soldat enfant aussi. Et c'est vrai que c'est un peu limite de voir le colonel Trotman qui part au charbon, mais je trouvais que ça a amené quelque chose de différent. Parce que comme tu disais, le colonel Trotman, pour l'instant, on le voyait tout le temps en train de discuter, de parler, d'être droit dans ses bottes. Ils partent au front et qu'ils se retrouvent tous les deux à un moment donné sur la guerre. J'ai trouvé ça, en fait, assez original. Même si c'est pas crédible. En tout cas, je trouve qu'il y a un pari risqué, mais au moins il y a une intention scénaristique derrière. Et je te disais, j'ai bien aimé aussi la mentalité guerrière qui a été retranscrite du peuple afghan. C'est un peuple qui s'est jamais fait occuper, qui est un peuple guerrier dans l'âme, avec ses montagnes, avec ses décors. Je trouve qu'il y a des très très belles scènes de nuit aussi dans le film. Et t'avais à cette époque-là, au niveau de l'actualité, le problème en Afghanistan aussi? Les États-Unis aidaient le peuple afghan, notamment par des missiles Stinger à l'époque, tu vois, pour justement se débarrasser de l'occupation russe. Et c'est un film qui est très connoté dans son contexte de l'époque.
Ouais. Moi, j'ai senti le film d'action pur, simple, quoi, en fait. Où c'est de la baston, c'est des effets spéciaux, en veux-tu, en voilà, je t'en mets plein les yeux. Ça a sûrement dû faire son effet, à l'époque. Mais aujourd'hui, je le revois, on peut pas dire que Moins je suis- convaincu, quoi. Ouais, voilà. Vous êtes John Rambo? On m'a dit qu'on pouvait louer votre bateau pour remonter le fleuve. Pour aller où? En Birmanie. La Birmanie est une zone de guerre. Je vous en prie. Ça peut aider à changer la vie des gens. Vous avez des armes? Bien sûr que non. Alors vous ne changerez rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne le sait. Tu sais qui tu es. De quoi tu es fait. Tu as la guerre dans le sang. Lorsqu'on t'y pousse, tuer est aussi facile que respirer. Je préfère mourir pour une cause que vivre pour rien. Ok, donc on passe à John Rambo, 4e épisode de la saga. John Rambo, réalisé en 2008 par Stallone lui-même. 2 ans après Rocky Balboa. Le premier, en fait, script de John Rambo, c'était John Rambo qui est au Texas. La fille, en fait, de sa domestique est capturée par un cartel mexicain. Il rejoint le Mexique pour ensuite, je vois comment tu me regardes, mais c'est le scénario de Last Blood. Ah ouais, Ils l'ont recyclé, en fait. Ouais. C'est ça l'idée. Donc, il avait ce scénario dans ses petits tiroirs déjà depuis 2008. Il décide de récupérer un autre scénario. Les conditions de tournage de ce film, elles ont été atroces. Il fait 40 degrés dans la jungle thaïlandaise, puisque le film a été tourné en Thaïlande. Impossible de tourner en Birmanie, trop dangereux. Le tournage était localisé en Thaïlande. Ils doivent déménager souvent, parce que t'as carrément des agents expatriés qui menacent le tournage. Donc, Stallone reçoit des menaces de mort, mec, c'est sérieux. Et du coup, le fait de mettre en lumière ce conflit, l'équipe de tournage, en plus d'être, comme je te dis, harcelée par certains agents birmans qui vivent en Thaïlande, l'environnement plus que hostile de la jungle thaïlandaise, puisque comme je te dis, il fait 44 degrés, il y a des serpents partout. D'ailleurs, c'est ce qui va carrément inspirer Stallone, faire de John Rambo un éleveur de mec qui serpents. capture les serpents. Tu vois, c'était pas à la base, c'était pas du tout, c'était pas ce qui était écrit. Savoir que Stallone, c'est un mec qui réécrit beaucoup, qui écrit, qui réécrit, se base beaucoup en fait sur l'inspiration du moment. Il dirige, il joue. Pour un mec de 62 ans, il a une énergie incroyable. Il a été mordu aussi par des serpents. Les conditions de tournage étaient atroces. Il y avait des pluies torrentielles. Quand il pleut en Thaïlande, ouais, c'est pas. Voilà. Surtout si c'est la mousson. Bah, en fait, si tu veux, c'est un au peu moment, violent, quand même. au moment où ils ont tourné, ça s'appelle la saison des flammes. Conditions de tournage très compliquées, très difficiles pour l'équipe. Que 20 ans après Rambo 3, ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est l'extrême violence du film. Stallone avait décidé, donc, pour montrer un peu la force de l'âge, tu vois, il voulait pas faire un espèce de Rambo encore, genre, faussement athlétique à 62 piges. Donc, il a fait en sorte de prendre du poids. C'est un personnage qui est reclus dans un environnement compliqué, difficile. Il est misanthrope. On se sent très torturé. D'ailleurs, à un moment donné, il fait des cauchemars. Et on revoit une scène des fins alternatives dont on a parlé tout à l'heure. Donc, on le voit mort. Et en fait, il s'agit d'une scène du premier Rambo qu'ils ont recyclé, qu'ils ont remis, en fait, dans le film, d'utiliser une image, d'une fin alternative dans un autre épisode. C'est assez original comme concept, mais ça met bien en avant et en exergue le côté torturé du personnage. Donc le film est à son image, extrêmement violent. Il y a des scènes de barbarie insoutenables. Moi, j'avais jamais vu ça, hein, des enfants décapités. Ouais, c'est hyper réaliste en plus. C'est vraiment très très réaliste. Et mais justement, je trouve que paradoxalement, je trouve que c'est une force en fait, parce que perso, moi, j'avais jamais vu ça. J'en ai vu des films d'action, j'en ai vu des trucs d'horreur et tout, mais là, c'est tellement réaliste et en plus, on voit des choses vraiment insoutenables. Hein. Ah, c'est atroce. Moi, je me souviens des soldats de l'armée birmane qui s'amusent à faire traverser un fleuve en courant à deux jeunes Karen pour voir lequel va exploser en premier. Je sais pas si tu te rappelles de ça. C'est un jeu sadique. C'est pas au début du Ouais, film. c'est ça, exactement. Ouais. C'est carrément insoutenable. C'est d'une violence extrême. Encore une fois, t'as des gens qui sont décapités. T'as l'impression même carrément de voir un documentaire parfois dans ces images. Moi, je me rappelle d'un petit qui est jeté au feu. J'avais jamais vu ça. C'est un truc de fou malade. Et puis un soldat qui tue un enfant face caméra. C'est un enfer dans lequel on voit John Rambo. Paradoxalement, ça le touche pas parce que il dira même dans le film, de toute façon, les êtres humains, ils sont faits pour se massacrer, pour se tuer. Donc lui, il a plus aucun espoir en fait en l'être humain. Ça me fait rappeler un peu le nom de la première ville de Rambo 1.
qui s'appelle Hope, Espoir. Et David Morrell, donc le créateur du bouquin, créateur du personnage de John Rambo, dira que ce personnage-là est très proche de l'esprit originel qu'il a écrit. Un retour aux sources. Et David Morrell, Aux sources donc, du livre. en l'occurrence l'archétype qui était Audie Murphy. D'ailleurs, pour se replonger dans le personnage, Stallone a revu les trois premiers épisodes et il a décidé de l'interpréter avec une brutalité et une férocité qui n'a pas de commune mesure en réalité. Vous êtes malade! On est venu ici pour faire cesser ces tueries. Qui êtes-vous pour vous permettre? Et vous qui êtes-vous? Laissez-le! Il l'aurait violé au moins 50 fois et vous aurez tous décapité. On rentre! C'est qui le directeur photo? Parce que je le trouve vraiment bien filmé là pour le coup. Le directeur photo, c'est Glenn McPherson. Glenn McPherson, si tu m'entends, respect. Autre chose aussi, le major birman, alors qui est d'une cruauté sans nom, il est interprété par Mwang Mang-kin. Et lui, en réalité, c'est le chef de la résistance Karen, mec. Ah, carrément. T'imagines ce gars, tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a subi, tout ce qu'il a vu, il a vraiment endossé un rôle aux antipodes de ce qu'il est lui, ce qu'il déteste le plus. Moi, je trouve que c'est un film radical. Ça rend ce film efficace. Le fait que ça soit choquant, justement, détache un petit peu des autres films d'action, quoi. Ça contribue surtout à recentrer le contexte du film dans une réalité. Voilà. Le fait que le film soit pas aseptisé, une radicalité, mais pour dénoncer des exactions qui sont faites sans que nous, en fait, on en soit vraiment au courant, quoi. Donc c'est là, à mon avis, la force du film. Sincèrement, quand j'ai entendu parler de ce film en 2006-2007, j'y attendais rien du tout. Je me suis dit, bon, vas-y, c'est bon, Rambo qui revient en 2008. Voilà, c'est un personnage qui est rangé, c'est un personnage qui appartient à une autre époque, à un autre contexte. Et sincèrement, j'ai vraiment été bluffé par la qualité de ce film. Le budget, c'était 50 millions et le film a rapporté 112 millions. C'est un film qui prend aux tripes, qui raconte quelque chose et, encore une fois, qui dénonce un horrible génocide. Moi, je pense aussi, si tu veux, à une autre minorité en Birmanie qui est victime de torture et de génocide, qui s'appelle les Rohingyas. Donc ça, tout de suite, pour moi, ça a eu une résonance avec le peuple Karen. Le film n'est jamais sorti en Birmanie. Je crois qu'il existe quelques cassettes, tu vois, un peu pirates, qui circulent sous le manteau. En Thaïlande? Ouais, en Thaïlande, en Birmanie aussi, mais il n'y a eu aucune sortie officielle. Il existe aussi une version Director's Cut. Il y a moins de scènes explicites, quoi. Voilà. Et il y a aussi également, pour finir sur cet épisode, là, une version de documentaire. C'est un long documentaire je crois de plus d'1h30 qui retrace les conditions de tournage, comme je te disais, abominables de l'équipe du film. À voir, hein, après un petit nature et découverte, pas mal. Mais en tout cas, gros film, John Rambo, c'est mon coup de cœur avec le premier épisode. J'ai passé ma vie à affronter la mort. J'ai regardé ceux que j'aimais mourir. Certains foudroyés d'une balle, d'autres si abîmés qu'il ne restait plus rien à enterrer. Toutes ces années, j'ai gardé mes secrets. Mais l'heure est venue d'affronter mon passé. Et s'ils viennent me chercher, c'est la mort qu'ils trouveront. Rambo Last Blood, donc sorti récemment, là, en octobre. Last Blood, le dernier celui-là. La dernière mission au Québec. Il ne ressort pas un The Very Last Blood après. Non, c'est Last Blood, Last. Réalisé par Adrian Grunberg. On le retrouve dans la ferme À la fin de John Rambo, ouais, voilà, exactement. C'est à peu près la même. Hein. C'est ça, tout à fait, ouais. C'est-à-dire que là, maintenant, il est dans un ranch. Il était tourné en Bulgarie et en Espagne. Un scénario écrit en 2008, depuis l'époque de John Rambo. Sylvester Stallone a décidé de le remettre à l'affiche. Cette fois, il a 72 ans. Les cheveux courts. Il n'y a plus que son nom qui fait Rambo, là, c'est tout. Là, c'était compliqué pour lui d'être sur tous les fronts. Il n'a pas pu être réalisateur comme dans le précédent Et épisode. je sais pas si t'as remarqué, mais quand tu regardes le film au tout début, il y a un truc qui peut un peu surprendre, c'est que la production, c'est Balboa Production. Et Balboa Production, c'est Rocky. Et qui est Rocky et Rambo? C'est Stallone. Parce qu'il s'avère que la Carolco, donc qui avait produit les Rambo 1 jusqu'à 3, en fait, n'existe plus. Ouais. Les mecs se sont séparés, il y en a un qui est décédé, bref, un peu comme la Canon, je sais pas si tu te rappelles de cette légendaire pour beaucoup de
de fans de la VHS. Donc, Rambo Last Blood, qu'est-ce que t'en as pensé concrètement? De manière très objective, j'ai pensé que c'était un film relativement divertissant. Pointe d'émotion, il y a un événement tragique qui se passe et du coup, moi perso, je m'y attendais pas. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus positif là-dessus. Tu veux dire quand John Rambo tue le méchant à la fin? Ouais, voilà, ça m'a secoué. Tu veux que je te dise, ce film, pour moi, c'est un film d'action correct. Vraiment correct et tout. Par contre, après l'appeler Last Blood ou que ce soit Rambo ou un autre, pour moi c'est la même chose. En fait, je vois pas le rapport avec le personnage Rambo en lui-même. Il y a rien à voir avec le Rambo et ses flèches et tout ça, quoi. C'est un film qui se regarde dans le salon tranquille un soir. Je veux dire, c'est un bon divertissement, une bonne série B, quoi. Voilà. Ce que j'aime beaucoup aussi, ce côté gore dans les scènes d'action. Là, Rambo, il va vraiment, et là, il met les doigts dans la chair, et il explose les fémurs et les tibias. On est encore un peu plus dans le trash. Ça marche, sauf à la fin, où je pense que là, c'est vraiment... même les VFX, là, celui qui a fait l'organe, il s'est un peu lâché, quoi. C'est pas... on sent les CGI, ouais, on est plus dans l'époque des effets analogiques où tout était beaucoup plus organique, on va dire. Voilà, là, c'est un peu abusé. Mais mais bon, je vois pas l'intérêt de l'appeler Rambo. Pour moi, il a pas sa place dans la série. La filmographie, ouais. Ouais, dans la filmographie. Dans la saga. Il aurait pu s'appeler autre chose, La Vengeance, ou je sais pas quoi. D'accord. Ce que tu veux, mais voilà. Moi, je te rejoins un peu là-dessus parce que très, très concrètement, on en avait déjà parlé un peu en off. En fait, quand je vois ce film, je vois Sylvester Stallone. Je vois pas John Rambo. Exactement. Autant dans les premiers, jusqu'à John Rambo, je vois vraiment le personnage. Là, je vois Sylvester Stallone qui essaye de se réapproprier ce personnage et qui essaye de, encore une fois, un peu comme il a fait brillamment avec Rocky dans Creed, où là, il y a une passation de pouvoir. Il essaye de remettre son costume de ce soldat, solitaire. Il a paumé son costume. Il y a plus le bandeau, il y a plus le t-shirt sans manches, il y a plus les cheveux longs. Il a le couteau. Ah, mais il a plus d'égratignure. On dirait qu'il sort de la douche quand il va se battre. À 72 ans, il va pas se balader avec un bandeau rouge et un tir. Ah si, il a le tir à l'arc en plus. Il a le couteau, il a encore son attirail. Il fait ses tunnels, il construit ses tunnels sous le ranch. Moi, vraiment, j'ai du mal à croire que ce personnage-là, c'est John Rambo. Je vois plus un Stallone qui essaye encore une fois, de faire revivre un personnage de la grande époque. Ce film, il me fait plus penser, comme tu disais, à une série B. Je sais pas si tu te rappelles d'un film de Charles Bronson qui s'appelait Le Justicier dans la ville. Ouais. Il est en proie, en fait, à des voyous, à des jeunes voyous qui ont tué sa femme et qui ont violé sa fille. Alors que le mec, à la base, lui, il est pacifiste, il a rien à voir avec John Rambo. Il part au charbon et il bute. Il est en moto, je crois, non? Je sais plus. Ça me rappelle aussi le film Tekken. Je sais pas, tu vois ce film où sa fille est kidnappée aussi, pareil. C'est la veine des films d'action des années 80. Scénario simple mais efficace. Ouais. Il y a un événement tragique, une circonstance, une vengeance, voilà. Ouais, je n'attendais pas grand-chose. On peut parler aussi un peu de l'image. Là, on voit qu'on est passé à l'ère numérique. On voit que le film, il n'est pas tourné en pellicule. J'ai pas ce côté organique, j'ai ce côté très vidéo. Donc déjà, pour moi, il nuit aussi on va dire, à l'intégrité globale et à l'harmonie du film. Je suis beaucoup moins fan de la vidéo. Je trouve que l'image, l'étalonnage, elle est, enfin voilà. Comme tu dis, il y a aussi des CGI. Je crois qu'il y a des espèces de giclées de sang, un truc comme ça, non? Ouais, ça, c'était beaucoup dans le John Rambo. Ouais. Et là, je sais qu'il y en a aussi. Et puis, j'ai un peu du mal à croire à un soldat comme ça, de 72 ans. J'ai un peu du mal à être dedans. Alors, certaines personnes, je sais, qui ont beaucoup critiqué le film. J'ai vu des titres comme Old Blood. Les mecs sont un peu durs et sont un peu difficiles. Il faut quand même respecter cette icône du cinéma mondial. Là aussi, où je suis un peu plus, on va dire, compréhensif, faut se rappeler du contexte. C'est-à-dire que le film Rambo, il est sorti en 82. T'aurais demandé à Sylvester Stallone, est-ce qu'il allait faire une suite en 2019? Il aurait jamais cru. Tu vois ce que je veux dire? Même lui, il voulait carrément brûler le film parce qu'il trouvait qu'il était naze sur 3 heures de durée. Alors pourquoi il l'a refait là? Non, mais c'est parce qu'après, ça a été un succès planétaire. C'est ça que je veux dire, c'est que lui-même, il aurait jamais cru qu'il aurait pu endosser ce personnage 28 ans plus tard. Donc, pour moi, c'est quand même une réussite là-dessus. Il aurait pu très bien se terminer sur la fin John Rambo où il rentre finalement après tout ce qu'il a vécu, et ben il retourne au bercail dans sa petite ferme et puis il fait sa retraite tranquille avec ses chevaux. Tu connais Stallone, il peut pas s'en empêcher. C'est pas à chaque fois il dit qu'il y a pas de suite, c'est comme dans les Rocky, c'est comme dans les. Mais il peut pas faire autrement. C'est sa vie en fait, ces deux personnages-là, et il explique très bien. D'ailleurs, il le dit. On va écouter un extrait. La vérité, c'est que je commence toujours avec l'idée qu'il va mourir. C'est comme ça que j'écris le scénario. Et à chaque fois que je le retravaille, j'essaie de trouver des excuses pour qu'il ne meure pas. J'ai déjà dit au revoir tellement de fois. Je passe pour un hypocrite. Non. C'est comme en amour.
Je ne veux plus jamais te revoir. Et la personne rappelle est là. Et je t'aime. Après, je sais que le film a aussi été critiqué. Forcément, le Mexique, ce serait un endroit où il y a de la cartel de drogue, prostitution, tout ça. Le film, il verse aussi des fois sur quelques petites facilités de scénario. Puis même la copine qui la vend. La copine, genre, tu vois, enfin, elle était antipathique, j'étais pas insupportable. Je pense que c'est même au-delà, en fait, de son jeu. C'est limite viscéral, tu vois. Ce personnage-là, j'y ai pas cru une seconde. Et là aussi, un truc qui m'a assez amusé, c'est les allers-retours au Mexique. Mais facile, tu vois. T'as l'impression, en fait, que tu passes du Mexique aux États-Unis en passant par limite un champ. Surtout sans sa carte d'identité. Ouais, grave, c'est ça. C'est que même le cartel mexicain, ils arrivent à la fin, justement, on va pas tout dévoiler, mais ils arrivent dans le ranch. Normal, 4 voitures, tu vois, tranquille en fait. Après un truc, voilà, là je t'ai sorti un peu les choses un peu pas négatives, mais les moins-values, on va dire les plus-values. Je trouve que c'est intéressant quand même de montrer que ce personnage-là, il n'y a pas de passation de pouvoir. C'est pas un personnage qui va former un fils ou un neveu, série de Rambo. Si, justement, sa fille adoptive. Oui, mais sa fille adoptive, tu le sais que c'est pas le cas. Transmet d'autres choses. On sent qu'il est devenu un peu plus humain, un peu plus compréhensif. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il forme pas, en fait, si tu veux, il n'y a pas un remplaçant de John Rambo. Ah non, il n'y aura pas. Tu vois, un peu comme dans Creed, tu vois, où il prend sous son aile le fils d'Apollo. Ce que j'apprécie, c'est que c'est un guerrier solitaire, un loup solitaire. Le mec, il est d'une certaine manière, il a été façonné par la guerre, il a été traumatisé. Aujourd'hui, il y a cette tendance-là, tu vois, dans le nouveau Blade Runner, t'as le nouveau personnage qui est censé... pas tout, je l'ai pas vu encore. Même dans Star Wars, tu vois, à chaque fois maintenant, t'as une passation de pouvoir. Ouais. D'ailleurs, c'était le cas avec Terminator aussi, la Dark Fate, qui était une catastrophe. Je vais même pas en parler, tellement le film, il est... Moi aussi, j'ai eu un traumatisme, tu vois, ça a été l'équivalent du Vietnam pour moi. J'ai encore le stress post-traumatique de ce film. Bref, il y a pas de passation de pouvoir, il y a un seul John Rambo. C'est un peu kitsch quand il se barre, tout à la fin. Genre, il prend son cheval, il était un peu à la Lucky Luke, là. Ah oui. On est d'accord que cet épisode-là, il était pas nécessaire, en fait. Voilà, je veux dire, s'il n'existait pas, moi, je te rejoins sur le fait que ça peut être un autre film de série B. Je veux dire, tu l'appelles pas John Rambo, tu donnes un autre nom, tu mets Stallone. Tu vois un bon divertissement, un film à l'ancienne, des années 80. Moi, je vois un bon film pour sa société de production, un bon premier film de sa société de production. Balboa Entertainment. Voilà, et je pense qu'on va retrouver du Balboa Production dans d'autres films et d'autres franchises. Ok. On passe maintenant à la rubrique décimation. Ceux qui survivront à la décimation seront bannis après l'exécution du châtiment. La décimation. Depuis le règne de Marius, ce rituel sauvage n'a plus jamais été infligé. Moi, le film que j'ai moins aimé de la saga, c'est Rambo 2. Ah bon? Ouais, parce que je trouve que c'est un film qui s'inscrit énormément dans son contexte des années 80. Ce film-là, moi, personnellement, quand je l'ai revu, il y a un côté nanar, tu vois. Même s'il y a des très belles scènes, comme tu disais, avec la scène du camouflage dans la... Donc j'ai envie de te demander... Tu te rappelles à un moment donné quand il se retourne? Tu te rappelles de cette scène? Genre, il est là avec son bandeau, il se retourne. En fait, le film, il est vraiment inscrit dans un contexte, encore une fois, des années 80. Pareil pour Rocky IV. Rocky IV, c'est super caricatural en vrai. Mais tu Rocky vois. IV, déjà, c'est pas la même saga. Et en plus, Oui, mais c'est la même époque. Ah, ça a été tourné je suis à peu d'accord. près la même année, je crois. Je suis d'accord, mais c'est encore un autre délire, Rocky IV. Je suis d'accord, il a été aussi critiqué et tout. Après, c'est David contre Goliath. Il y a un combat, il y a peut-être le meilleur combat jamais vu de combat de boxe dans le cinéma contemporain. Bref, déjà un truc qui me gêne, c'est la musique extra-diégétique sur quasiment chacune des séquences. Tu passes d'une séquence à une autre, t'as une musique. Ça fait vraiment film des années 80. Il y a des plans que je trouve vraiment moches. Sur des plans larges, je sais pas si tu te souviens, avec la forêt, il y a une espèce de filtre qui adoucit l'image. Dégueulasse, quoi. Tu vois ce que c'est, ce truc? Je critique pas le chef-op, le directeur photo, c'est une... Ah bah si, juste un peu, là. Je suis pas trop d'accord, je l'ai bien aimé, ce film, donc... Ouais, moi, je trouve que... Moi, je me souviens, la scène du couteau, quand il parlait... En fait, c'était assez subtil, mais j'ai trouvé ça hyper violent. Enfant, tu regardes une scène où t'as John Rambo qui converse avec une femme et qui lui explique un peu comment lui il voit les choses et qui se met à gratter avec son couteau le bois, comme ça. Ça sous-entend plein de choses pour moi. Je trouvais qu'il y a une vraie symbolique derrière, quoi. Voilà, c'est ça. Du coup, ça fait pas nanar, quoi. Non, moi je te dis, il y a certaines scènes, je suis désolé, mec. Il y a certaines scènes où tu te rappelles de la fin? J'aime mon pays et je veux que mon pays m'aime. Et après, il lui dit, où tu vas, John?
je sais pas, au jour le jour. Et il se barre comme ça, mec. Il part et après, t'as le générique bon, qui est figé. oui, mais non, mais attends, c'est incroyable. C'était la t'as tendance l'impression que tu regardes un aussi, film c'était la de. tendance des films comme ça. T'as l'impression que tu regardes un film de Hollywood Night, frère, C'est pareil, dans les années 80. Tu regardes Commando, c'est la même chose. Non, mais les Franchement, plans c'est- figés, c'est très années 80. Ah ouais, avec non, le mais je te dis, The End, le et puis, film, il est. First Blood, la force en fait de First Blood, c'est que c'est un film qui tu ne peux pas le retranscrire dans un contexte. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui même, tu le refais, t'as un mec comme ça qui va être désigné comme un paria et qui va ensuite s'échapper dans la forêt. Je veux dire, aujourd'hui, le film, tu le refais, le contexte, il est réel, tu vois. La musique, elle déchire de Jerry Goldsmith. Ouais, donc mais le film, en le fait, 1, il a été fait comme un film c'est un film indépendant. Le 2, c'est plutôt ambiance blockbuster. tu vois, je peux te faire une comparaison avec. En fait, les budgets, c'est multiplié par 2. Donc, si tu veux, non, quand mais t'es c'est coché dans pas ça Rambo dont je te 2, parle, moi. Ce dont je te parle là, moi, c'est le fait que le film il soit inscrit dans un autre contexte. C'est-à-dire que t'as un personnage dans une ville, tu le retrouves dans une forêt, tu peux le refaire aujourd'hui, c'est intemporel. C'est ça la force. C'est un peu comme le premier Alien. En fait, moi, si tu veux, je peux te faire une comparaison dans la avec. forêt, dans le Attends, deux. laisse-moi terminer. Je te fais une comparaison avec Rambo 1 et Alien 1. C'est deux films à la base d'auteurs, tu vois. T'as Ridley Scott et t'as Ted Kotcheff. Ces films-là, tu les revois. C'est les premiers d'une très grande saga, chacun. Premier Alien, c'est un film qui se trouve dans un vaisseau. C'est un peu comme les romans d'Agatha Christie où t'as un monstre qui décime, en fait, c'est un peu comme un serial killer qui décime tout le reste en fait du Nostromo. Et c'est un film que tu peux refaire parce qu'il n'a pas de contexte en fait. Tu peux le faire aujourd'hui dans un bateau, tu peux le faire dans un avion. C'est ça la force. T'as la V1, c'est film d'auteur, donc ça se base sur la psychologie des personnages, c'est vraiment axé là-dessus. oui. Et la scène d'action vient renforcer ce truc. C'est Action pas- crédible. Voilà, tu vois. action crédible. Bah oui, mais parce que ça renforce le côté psychologique du personnage, alors que le 2, c'est le contraire. Le 2, Le 2, c'est du divertissement pur et dur. c'est de l'action. C'est mon flop de la saga. Mais paradoxalement, c'est Ouais, le plus non, gros, non. c'est le plus gros succès. C'est le plus gros succès. Et c'est le film qui fait en sorte de signer la saga dans la pop culture. Parce qu'après, il va y avoir plein de parodies, notamment dans Hot Shot. Tu te rappelles de ça ? Ouais. Dans Gremlins 2, où t'as un des Gremlins, bah c'est Gizmo, il prend le tir à l'arc, il met le bandeau. T'avais un jeu vidéo qui s'appelait Rampage. Ouais. Il a une influence sur la pop culture qui est énorme. En fait, il a fait plein d'ersatz. On parlait de Commando tout à l'heure. On peut parler aussi de Scorpion Rouge, de Dolph Lundgren. Je sais pas si tu l'as vu. Non. Il y a aussi les films Portée disparue avec Chuck Norris. En fait, il y a plein de films ensuite qui ont surfé sur cette vague. Surtout Chuck Norris porté disparu, il a repris le bandeau là. Ah ouais. Moi, c'est le 3, un échec. D'autant commercial, que le Vas-y. budget il était assez conséquent quand même de ce film. Ouais. Et quand tu vois les recettes par rapport au budget, on va pas dire que c'est la fête. Hein. Surtout, je suis désolé, mais on n'envoie pas le colonel Trotman en mission tout seul. Ça se fait pas. C'est tout. Déjà, le pauvre gars, il est quand même vieux. Et c'est pas crédible, quoi. C'est tout. C'est comment on peut imaginer que Trotman il va assurer et rapatrier tout le monde. Et pourtant, je suis pas non plus le meilleur scénariste du monde. Hein. Non, mais hormis ça, il y a d'autres choses dans le film quand même. Dans le Il 3. y a un contexte. Ouais, il y a un contexte. Il est pas à la hauteur des autres, quoi. Ok, ça roule. Moi, je voulais te parler des films justement qui sont pas du tout à la hauteur. C'est les gros nanars qui ont été, qui ont existé après l'avènement de la saga Stallone, ce qu'on appelle la Rambo Mania ou la Rambo Exploitation. Il y a des films, mais tu pètes un câble. Enfin, c'est des nanars puissance 1000 avec des budgets dérisoires. On va parler par exemple de Turkish Rambo. On va parler de Ramo, c'est toujours un film turc. Donc là, ils ont enlevé le B. Eux, ils s'en battent les reins des copyrights, tu vois. Ils récupèrent le truc First Blood. Il y a un truc qui s'appelle Turkish First Blood aussi. T'as un film italien qui s'appelle Rolf l'exterminateur. Je vais te mettre tout de suite un petit extrait, tu vas kiffer. El mercenario. Un punto de reacción. C'est culte. El mercenario. Un soldado de fortuna muy especial. Fuerte. Valiente. Su precio muy alto. La muerte. Ah ouais, non, mais là, on est... Alors, j'ai un deuxième C'est pour un film au 5e degré qu'il faut... J'ai un deuxième film pour regarder toi. au 5e degré, Ah, donc là, c'est le Rampage. Donc c'est Turkish Rambo. Je te demande juste d'apprécier, toi qui est un grand fan des effets spéciaux, des effets sonores. Prépare-toi. Vas-y.
Je savais que t'allais la kiffer, celle-là. Get back! Get back! Get back! Traverse les flammes. Thank you, son. We owe our lives to you. Hurry up! Run! De toute façon, ça parle en anglais, hein. Hurry up! Hurry Ouais, up! ouais. T'es mal à Come la on! coupe. Move! 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 Come on! Ouais, Hurry. c'est dur. Eh ouais, Rampage. Oui, là. C'est le bruit des flingues. des L'explosion années elle 60. a lieu derrière et les mecs sautent devant, tu vois. Même la chorégraphie. Même quand il meurt, c'est. T'en as plein d'autres, mais j'ai fait sélectionner quelques perles comme ça. Et de quelle année celui-là? Ah, celui-là me demande même pas le réalisateur, me demande même pas l'année. Déjà, je l'ai trouvé sur le net, mais je pense que ça doit être vers 80. Ça doit s'inscrire juste après Rambo 2. On passe tout de suite à la rubrique Est-ce que tu connais? Bon, à ce que je vois, tu fais le boucher. Mais est-ce que tu connais? Je voulais te parler d'un film, donc un survival à te conseiller. Film de Walter Hill, le réalisateur donc entre autres des Guerriers de la Nuit, avec son magnifique, sublime directeur de la photo Andrew Laszlo. Un film qui s'appelle Sans retour, réalisé donc en 1981. Alors l'histoire c'est la suivante. Lors d'un exercice militaire dans les marécages de la Louisiane, 9 membres de la garde nationale empruntent des barques aux Cajuns. L'un des soldats, apeuré par la présence d'un des habitants, lui tire dessus, heureusement à blanc. Mais les Cajuns ripostent avec de vraies balles. Les militaires sont tués un par un, 2 seuls arrivent à survivre. J'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir. T'en avais déjà entendu parler? Non. En termes de doublage voix, il y a aussi la voix de Stallone. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est que les soldats ont une vraie caractérisation. Donc chacun, ils ont une personnalité particulière. T'arrives facilement à t'identifier. Et au départ, ce qui devait être juste un exercice, un des leurs, qui s'amuse en fait à tirer sur un des autochtones, qui est donc les Cajuns, qui est en fait un groupe d'autochtones de la Louisiane. Il y a des mecs qui sont un peu en mode village et tout entre eux. Ils prennent ça en fait comme une agression. Et du coup, ils tirent de leur côté, mais sauf à balles réelles. Et puis après, on arrive sur un survival où c'est un film avec énormément de suspense, une atmosphère très très pesante. On est dans des marécages, ils sont dans un territoire hostile. Très bon score, une très belle composition. Et c'était une très belle surprise. Donc voilà, c'est un film qui est sorti un petit peu avant John Rambo, que je te conseille de voir. Donc Sans retour. Avec plaisir. Southern Comfort. La fin est assez inattendue et elle te prend aux tripes. J'ai trouvé ce film très très fort en tout cas. Voilà. D'accord. Bon, écoute, ouais, avec plaisir. Sans retour, On va réalisé par regarder Walter Hill en 1980. On arrive à la fin de ce podcast. Moi, j'espère que vous avez apprécié. C'était le premier. C'était un exercice particulier aussi pour nous. Et puis, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. À bientôt. Salut. On arrête de jouer, tu me fais tomber 6000 balles. Et crois-moi, tu vas me payer, mon copain. Qui que tu sois. On arrête de jouer, tu me fais tomber 6000 balles. Et crois-moi, tu vas me payer, mon copain. Qui que tu sois. On arrête de jouer, tu me fais tomber 6000 balles. Et crois-moi, tu vas me payer, mon copain. Qui que tu sois. On arrête de jouer, tu me fais tomber 6000 balles. Et crois-moi, tu vas me payer, mon copain. Qui que tu sois.